Il est grand par la taille et par le talent, par la carrière aussi. Il est fils de footballeur, international béninois à son époque. Il a presque tout connu. Aujourd'hui, nous recevons Abdoulaye Ouzéo. Bonjour Géraud et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale de la Béninoise. C'est un plaisir. Qu'est-ce que ça fait de remettre un maillot jaune? Très belle question. Les émotions, même si c'est pas forcément les mêmes. C'est un autre terrain. Que quand on est sur le terrain. Mais c'est une couleur qu'on a dans la tête et aussi dans le cœur. Donc à chaque fois qu'on le voit, forcément, ça vibre un peu. Avant de parler même de ta carrière, dis-nous, si tu devais résumer ta carrière en un seul mot, genre on te dit, bon, ok, Ouzéo, dis-nous en un mot comment tu vois ta carrière. En un mot, ça va être difficile. Je vais dire en 3 mots. Ok, vas-y. Les montagnes russes. Exactement, ça allait dans tous les sens. Exactement. C'est quoi ta vie de après football actuellement? Ah ouais, une vie où je suis très occupé. Heureusement, hein. Heureusement parce que vous savez comme moi qu'après la carrière, souvent la reconversion est difficile parce qu'on n'a pas forcément été préparé à ça. Ni prévu. Exactement. Donc aujourd'hui, je suis très très occupé parce que j'ai embrassé plusieurs domaines, toujours au niveau du foot. Ça m'occupe presque tous les jours. Et je m'y plais bien parce que cette pression de joueur, je continue pas à l'avoir ici parce que j'ai arrêté quand même assez tôt. L'adrénaline est toujours là. Exactement. Donc à partir de ce moment, rester dans le milieu avec des responsabilités différentes, des responsabilités qu'on avait comme joueur, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui me motive et je suis bien heureux dans ma vie après football. Tu viens d'une ville au nord du Bénin où il paraît qu'à Parakou, tu es comme une rockstar. Tu ne marques jamais ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai un père qui était footballeur. Donc, je peux dire que je suis connu depuis le ventre de ma mère. Hein. Donc, avant même d'arriver sur le terrain. Exactement. Avant même d'arriver, j'ai toujours été connu. Donc, en plus, c'était une petite ville à l'époque. Aujourd'hui, c'est... Tout le monde connaît tout le monde, comme on dit. Exactement. Aujourd'hui, c'est différent. Donc, c'est quelque chose que j'ai su gérer depuis le début, quoi. Donc, je pense que ça ne m'a pas impressionné exactement quand j'ai commencé ma carrière parce que j'ai toujours connu ça depuis tout petit. En parlant justement de carrière, il n'y a pas de carrière sans les supporters. Dis-nous, à quel moment tu as vraiment su que les supporters de la sélection ou les supporters du Bénin te portaient vraiment de l'amour, que ce soit dans ta ville ou ailleurs? 2005. Après... Cotonou 2005. Exactement. Je pense que j'étais attendu. Malheureusement, j'ai pas forcément répondu à la question. On va en parler, Donc, après ça, quand même, j'ai eu beaucoup de soutien. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué parce que déjà depuis Akpakpa, où on était logé, en allant au stade, quand je voyais dans les rues quand même la ferveur, quand le bus partait au stade à l'entraînement ou en match, on voyait quand même qu'il y avait une grosse ferveur. Et c'est, vous savez, c'est des choses qui marquent. Tout enfant, hein, parce que moi, comme vous l'avez dit, mon père footballeur, donc c'était un rêve d'enfant qui se réalisait en fait. En parlant justement de votre père, comment un enfant de Parakou, on va dire milieu des années 90, début des années 2000, peut rêver de devenir footballeur professionnel comme... La folie est partie de vous. Ouais. Et bizarrement, c'est pas parti de mon père, parce que beaucoup croiraient que il a pistonné quoi. Exactement. C'est pas parti de lui. Je dirais que celui qui m'a en fait touché et j'ai eu ce déclic, c'est Amadou Moudachiao. L'ancien capitaine de la sélection, qui était défenseur. Exactement. Parce que il y a un lien de parenté avec lui et il revient en vacances, je crois 93. Il jouait en Allemagne. Il jouait en Allemagne, à Erzgebirge. Ah ouais. En Regionalliga déjà à l'époque. Donc, en vacances, venu rendre visite à mes parents pour leur dire bonjour. En voyant ça dégaine, je me suis dit, voilà. C'est ce que je dois faire. Il était frais. Il était frais, on sentait que c'était un footballeur. Donc, c'est ce jour-là, je me suis dit, bon, c'est ça. C'est ce que je veux être. Ah ouais, c'est ce que je veux faire. Et tu as connu aussi une carrière, on va dire, de globe-trotteur, Pays-Bas, Libye, Tunisie, tu es allé un peu partout. Nigeria. Résume-nous un peu ton parcours, on va dire.
Et comme j'ai dit, les montagnes russes, et vous savez, comme tout footballeur, vous êtes amené à partir. Parfois, pas forcément dans la destination où vous aviez rêvé, mais voilà, quand vous avez un contrat quelque part et que vous n'avez pas le choix, Une opportunité, comme on dit. exactement, vous y allez. J'avais pas prévu ça, d'accord? Parce que petit, vous savez, c'était la France en fait. On pensait que l'Europe, C'était la France. c'était la France. Il n'y avait que la France qui comptait. Donc, le rêve avait toujours été de jouer en France, à l'Olympique de Marseille. Mais malheureusement, c'est pas arrivé. Dans le plan de carrière Voilà. normal. Tout ne se passe pas comme on l'a prévu. C'est pas arrivé. Donc, voilà, toutes ces opportunités. Je suis bien content hein, de l'avoir fait parce que je trouve quand même que ça vous donne une certaine ouverture d'esprit. Quand vous voyagez autant, surtout dans des pays où forcément on ne parle pas français au départ. Pour Comme aux Pays-Bas, l'adaptation. voilà, comme aux Pays-Bas ou en Afrique du Nord, et même au Nigeria où on parle anglais. Donc, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé dans ma vie de tous les jours aujourd'hui, parce que vous voyez les choses différemment, en fait. Quand vous êtes sorti, c'est toujours différent. Vous avez une autre mentalité, parce que c'est vrai, vous ne changez pas de culture, mais vous apprenez tellement de choses que, avec ce que vous avez eu comme éducation, ça vous permet d'être un homme accompli. Quoi, un peu plus complet, on va dire. Ah ouais. On va aller un peu sur les dossiers. Quel était tes buts préférés dans ta carrière quand tu t'assois? C'est vrai que tu as joué peut-être à une époque où tous les matchs n'étaient pas totalement Ouais, filmés. malheureusement. Donc, c'est ton heure de vouloir dire. Là, ce but-là, je me rappelle. Dis-nous, Ouais. fais-moi ton top 3. Top 3, c'est le premier, c'est contre le Dynamo de Parakou en 2000, je crois, 9. 2009, parce que je reviens de Libye, où j'avais rompu mon contrat. Donc, j'avais quelques mois à faire ici. Et c'était la première année du championnat. Championnat professionnel, on va pas appeler le nom oui, du oui, réseau exactement. télécom qui Voilà. était sponsor. Donc, c'était la première année. Donc, une fois arrivé à Paracoua, les dirigeants de Buff m'ont demandé De donner un coup de main. d'aider l'équipe, quoi. Et mon premier match, c'était contre le Dynamo de Parakou, Derby, quoi. derby. Et mon père était de l'autre côté, c'est-à-dire entraîneur du Dynamo de Parakou. Ok, wow. D'accord. Wow. Donc, tout était réuni quand même pour qu'il y ait quand même une ambiance explosive. Et ça n'a pas raté. Et personnellement, je pense que ce jour-là, j'ai marqué le plus beau but de ma carrière. Et c'était quoi? Contrôle de la poitrine, Enchaînement. reprise, enchaînement, lucarne. Et ce jour-là, c'est tout le stade en fait qui était en Et feu. pousse-casse, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, en plus, le jour du match, je n'étais pas qualifié en fait. C'était la tu devais sixième pas ou jouer. septième, exactement. C'est la 6e ou 7e journée. Vu que je suis venu un peu plus tard, je rentrais de Libye, donc j'avais pas joué le début du championnat. Et mon premier match, ça tombait sur le Dynamo de Parakou. Parakou contre ton père. Voilà. Donc mon père, il me dit, tu feras rien. J'ai dit, ok, d'accord, on verra. Ça a été mal interprété hein, à l'époque par les supporters, parce qu'après avoir marqué, je suis allé devant lui, et tu l'as... sur son banc, le chambré, quoi, genre. Tu vois, la bonne ambiance. Je t'ai dit, et je l'ai fait. Voilà, parce que vous savez, beaucoup ne connaissant pas les relations qui est toujours eu entre mon père et moi, parce que ça n'a jamais été relation père-fils, ça a été relation, j'ai envie de dire, professionnelle. Voilà. C'était, pour moi, c'était un coach. C'était trop carré, quoi. Voilà, c'était un coach, moi le joueur. Donc, c'était comme ça que je voyais la chose. Voilà, donc, je suis allé devant lui faire un petit geste. En plus, ce match l'a viré. En plus. Ah ouais? Ben oui. Donc, il a été viré. Donc, depuis ce jour-là, tu n'as plus le droit de rentrer dans la maison. Non, il a toujours bien pris. Justement, c'est un professionnel, comme j'ai dit. Donc, c'était normal pour lui, quoi. Donc, à un moment donné, chacun joue. Je l'ai dit à l'époque pour remplir son frigo. Donc, lui, il a sa famille ailleurs et moi, ma famille ailleurs. Donc, pour moi, marquer un but, même si ça devait lui faire perdre son poste, pour moi, c'était... Dommage collatéral, quoi. Voilà, c'était logique. Bon, à part ça, il y a eu d'autres buts. Mon premier aux Pays-Bas, sur un match fou, où on était mené 3-0. C'était à Helmond, ça? Ouais. Contre Finlo, je rentre et je marque de la tête. À la dernière minute, on gagne 4-3. Wow. Après ça, c'est pas forcément le plus beau, non, mais le plus marquant, c'est sur Cotonou 2005. Contre le Maroc, le match de la 3e place. La 3e place, parce qu'il y avait beaucoup de pression. Et il y avait une petite revanche parce que tu avais passé tout le tournoi sur le banc. Exactement. On va en parler. Voilà, parce que la veille, déjà, le coach Serge Devez, paix à son âme, il m'a dit, bon petit, tu n'as pas joué. Là, moi, je te mets, donc, prouve, en fait, montre que
Tu devais être là depuis le Le départ. début. Donc, ce but-là, je ne l'oublierai jamais, quoi. C'est pas le plus difficile, hein. Il y avait un débordement d'Abou Maïga, 100 ans en retrait, et je mets le plat du pied. C'est pas le plus difficile, Sécurité, quoi. mais c'est le plus marquant, puisqu'on m'en parle 20 ans après. On en parle tout. Bon, on en parle tout le temps. Puisqu'on est sur le terrain, pour ceux qui ne t'ont pas trop connu, il faut nous résumer un peu quel genre d'attaquant tu étais. C'était Erling Haaland ou c'était Kylian Mbappé? Pas Erling Haaland et pas Mais peut-être Kylian par la Mbappé taille. non plus. Peut-être par la taille Erling Haaland, mais en termes de qualité, en fait, j'étais, je dirais, technique, attaquant technique, et bon de la tête. C'est normal. Voilà, c'était ma, c'était Il y a ma les prédispositions pour ça. Exactement, c'était ma spécialité. Donc, c'était pas forcément le type d'attaquant dont les gens avaient Très besoin. bien joué, Hein, quoi. parce que le football africain, vous savez très bien, il faut que ça déménage devant quand vous êtes attaquant costaud. Il faut aller dans les Dans la duels. bagarre. Voilà, moi, c'était plutôt différent parce que techniquement, je m'en sortais pas mal. J'étais pas le plus rapide, mais j'avais quand même l'instinct du but et je pense que ça m'a servi toute ma carrière parce que ça a facilité certaines choses quand même, le fait d'avoir toute cette palette où on n'est pas forcément meilleur dans un domaine et très faible dans un autre. Je dirais, j'étais moyen, un peu bon partout. Et je pense que c'est ce type de joueurs, on les recherche aujourd'hui parce que capable de pouvoir s'adapter dans n'importe quel système. Aujourd'hui, même en parlant justement du football aujourd'hui, les attaquants plus genre, les numéros 9 comme on dit à l'ancienne, les numéros 9 sont en voie de disparition. Ouais. Tu es du côté du banc de tous en tant que coach. Ouais. Est-ce que tu le ressens comme ça pour quelqu'un qui a vécu sa carrière, on va dire, de l'époque 90, années 2000? Je le ressens tous les jours et c'est bien dommage. Hein. Je trouve que c'est dommage parce que moi, l'école néerlandaise, hein, ça a toujours été historiquement. Je pense même que le Barça s'est inspiré de cette Faut pas penser, c'est ça. C'est ça, avec Johan Cruyff et tout ce qui va avec. Les profils, c'était quoi? Avant-centre, bon dans les déviations, bon de la tête, Juste. présence dans la surface de réparation pour finir les actions. Parce qu'il y avait des ailiers, de vrais ailiers sur les côtés. Pas les faux pieds. Exactement. Droitier à droite, gaucher à gauche. Voilà. Donc, qui avait quand même pour but juste envoyer les centres et l'attaquant qu'à terminer. J'ai été formé dans ce style et j'ai toujours joué comme ça. Mais aujourd'hui, c'est différent. Sur les côtés, vous n'avez pas forcément de vrais ailiers, vous avez des attaquants. Ouais, qui doivent rentrer Ronaldo, sur le pied pour conclure. Voilà, Mbappé, il a commencé sur le côté gauche. Ronaldo, pareil sur le côté. Mohamed Salah sur le côté gauche. C'est vrai que ce poste disparaît, c'est bien dommage parce que je trouve quand même que le football était quand même plus beau. Et à l'époque, avec des attaquants qui étaient vraiment là pour finir, au lieu des joueurs qui sont obligés maintenant de venir jouer dans le milieu de terrain. Pour décrocher. Voilà, exactement. C'est vrai, tactiquement, le foot a évolué. Mais personnellement, j'adhère pour ce type de football où il est plus simple qu'à 3-3, où tout le monde est mis en valeur. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que ton père était ancien footballeur et devenu coach. C'était pas un poids trop lourd à porter, surtout à Parakou, une petite ville où tout le monde connaît tout le monde. Dès que tu commences à jouer, on dit « Ah, mais il veut faire comme son père, etc. » C'était pas trop lourd à porter. Je reconnais, oui. Difficile. Honnêtement. Difficile parce que quand tu commences, les comparaisons, tu peux pas en fait les éviter. Et quand tu n'es pas encore préparé à ça, parce que j'ai quand même parti assez tôt de Parakou. Quand tu n'es pas préparé à ça à 10, 11, 12 ans, sur les tournois de quartier, où on l'a dit, j'étais une star déjà dans toute la ville, tout le monde savait que je jouais, donc les comparaisons, franchement, c'était pas facile du tout. C'était pas facile parce que, ah ouais, est-ce que tu peux faire comme ton père? Cette pression, quand on est voilà, jeune, je dirais un enfant, voilà, un enfant, à 12 ans, 11 ans, ce genre de pression, parce qu'en plus, je partais déjà au stade, mon père était sur sa fin de carrière, donc j'ai eu la chance de voir un peu ce qu'il faisait sur le terrain. Il était fort, il était vraiment fort, il faut le dire. Donc, quelque chose pour un garçon de 11, 12 ans, c'est pas anodin. Ouais, du tout facile à gérer. Maintenant, après, bon, quand tu fais ton trou, tu te fais ton nom, tu ne penses plus à ça. Mais enfant, je dois reconnaître que à Parakou, ça m'a pesé. Tu sais, il faut qu'on parle d'un sujet. On a souvent tendance à dire que dans le foot, que ce soit local, surtout local,
qu'au Nord, on a les meilleures ambiances en termes de ferveur, de supporters, que ce soit sur les matchs de championnat, comme les tournois de proximité dont tu parles. Comment tu expliques cela, que les supporters soient vraiment plus chauds dans la partie nord du pays par rapport au football? C'est difficile à expliquer. Hein. C'est difficile à expliquer, mais je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de changements. J'ai eu la chance de voir le championnat béninois depuis les années 90, comme on l'a dit. Et à l'époque, il y avait la même ferveur partout. Dragon, le stade était plein. Hein. Requin, c'était plein. Buffle, Panthère. Mais avec le temps, je trouvais que sur la partie méridionale, quand même, les choses sont estompées. Peut-être que ce sont ces clubs qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour garder la culture. Exactement, parce que les supporters, il faut les garder. Vous avez aujourd'hui beaucoup de supporters qui ils vont jamais au stade, en fait. Parce que le spectacle, en fait, pour eux, n'est plus à la hauteur. Mais dans le Nord, c'est toujours resté pareil. Voilà, c'est une deuxième religion, j'ai envie de dire. Le football. Voilà, ça n'a pas été toujours comme ça. Donc, à une certaine époque, tout le territoire, foot, toutes les équipes historiques avaient leurs supporters. Mais ça veut dire qu'il y a eu un travail qui n'a pas été fait au niveau des autres régions et c'est resté beaucoup plus au niveau du Nord. On espère que ça va changer parce que c'est sur ça qu'on a envie de jouer quand même, parce que les gens ne le comprennent peut-être pas. Le foot, à part sortir l'argent de sa poche, il faut la fibre. Il y a la billetterie qui compte et ça peut aider beaucoup au niveau des budgets des clubs. La fibre aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que les enfants, est-ce qu'ils vont au stade les dimanches avec leurs parents? C'est comme ça que ça commence. Il faut créer le lien. Il faut créer ce truc-là, parce que si vous n'amenez pas vos enfants, vous ne leur donnez pas cette envie, en fait, d'aimer les couleurs du club de la ville. Il ne faut pas s'attendre qu'à 20 ans ou 25 ans, ils aient le réflexe d'aller au terrain. C'est aux parents, donc, de le faire plus tôt. Et ça se transmet, en fait, de génération en génération. Malheureusement, le manque d'infrastructures, à une certaine époque, je pense. Parce qu'aller faire un dimanche en famille au stade, dans le monde entier, c'est très souvent ce qui ça paraît normal. Voilà. Mais ici, on a eu tellement de difficultés à avoir des stades couverts. Parce que aller aussi rester... Après, à 15h, tu ne vas pas te taper le soleil à 35 degrés. Tu ne vas pas amener ton enfant de 5-6 ans sous 40 degrés. Il est au soleil de 15h à 18h. Donc, tout ça fait que les parents, peut-être, ont déserté les stades et que ça s'est calmé. Donc, je pense que c'est un travail qu'il va falloir refaire au niveau des clubs, surtout Dragon Requin, les clubs historiques, parce que je trouve que c'est eux qui représentent le mieux le pays et que, voilà, sur ces terrains-là, il faut qu'il y ait beaucoup plus de monde et qu'on retrouve ces ambiances. En parlant justement de terrain, dis-nous quels sont les 3-4 joueurs, que ce soit au Bénin ou à l'étranger, ou que tu as croisé, tu t'es dit, ah, mais waouh, mais lui, franchement, il est fort. Ouais. Au Bénin, un joueur que les gens n'ont pas connu, hein, mais le talent énorme. On l'appelle hein, toujours, parce qu'il est vivant, il est en Italie, il vit en Italie. York Williano Guédégbé, que les gens ont connu sous le pseudo de Toubi. C'était vraiment un crack. C'était, honnêtement, c'est un autre niveau. C'était trop fort. Gaucher, c'était extraordinaire. Et tout petit. Toi, tu l'as croisé où? C'était la même génération, en fait. Okay. On est de la même génération. Donc, déjà, depuis les tournois à 10-11 ans, on se côtoyait. Et il y avait à l'époque aussi, au début des années 90, un projet avec le sélectionneur allemand Peter Schnittger. Exactement. Où il y avait des équipes départementales, que ce soit en minime, cadet et junior. Il y a comme des pôles d'excellence. Voilà. Et on appelait ça à l'époque les CPS, voilà, Centre de perfectionnement sportif. Donc, chaque département faisait la sélection des meilleurs jeunes joueurs. Et pendant les vacances, on se retrouvait à Cotonou, à Kounou, ici, hein, on appelait ça le festival, pour jouer la compétition. Et c'était notre championnat. Donc, tout petit, on se connaissait déjà. Après, j'ai retrouvé d'autres en sélection, comme Anissia Diamossi, qui lui jouait pour l'UME, Seda Chomongo, qui était pour la Takora, Jocelyn Awea, qui était pour le Zoo. Okay. Donc, on s'est connus, en fait, déjà à 10-11 ans. Et York, c'était le meilleur. C'était le must. Honnêtement, il était trop fort.
profond, incomparable. Malheureusement, il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir. Maintenant, il y a eu aussi Stéphane Cesser. Parce que quand vous jouez avec l'homme sur un terrain de foot, vous vous demandez si vous faites le même métier. Si vous méritez de jouer à côté de lui. C'est tellement facile. Vous savez, les contrôles, vous avez besoin, un joueur normal a besoin de concentration absolue pour les faire. Bah, lui, il peut le faire naturellement. Voilà, tout décontracté, il est tranquille, il le fait. C'est quelqu'un, je pense, à qui on n'a pas donné la valeur qu'il mérite par rapport à son talent, parce qu'il était extrêmement fort. Grosse carrière. Il n'aurait pas été béninois, peut-être qu'il aurait fini au Real Madrid. Je pense. Après, s'il a peut-être fait les bons choix au bon moment aussi. Ça, c'est aussi quelque chose, parce qu'il est quand même passé au PSG. Du PSG, la trajectoire logique aurait été de partir dans un club, top club Arsenal, Chelsea. Au Chelsea. Malheureusement, ça a été Sunderland, et je pense que c'est à partir de ce moment que ça a été difficile de remonter un peu la pente, on va dire. D'arriver à sûrement ses rêves, parce qu'il avait le talent pour. Maintenant, en dernière position, ouais, je dirais aux Pays-Bas, connu latéral gauche, qui était meneur de jeu en même temps. Wow. Ouais, en tant que latéral gauche. Ça, c'est vraiment l'école néerlandaise, la liberté. Jan Zwart-Kruis, qui était très très fort. Voilà, tous les ballons passaient par lui. Et quand vous êtes jeune, en fait, vous êtes impressionné. On voyait des gens de votre âge que vous reconnaissez, que techniquement, bah, ils sont au-dessus. Ça vous marque. En fait. En parlant justement de ta carrière aux Pays-Bas, comment tu quittes Parakou? Comment tu arrives aux Pays-Bas, à Helmond et tout ça? En fait, je quitte ici pour normalement la France. Ok. Je pars à Châtellerault en temps normal, qui jouait en CFA. Après l'essai, voilà. Après l'essai, on a trouvé que bon, à 15 ans quand même, aller jouer dans un club amateur, c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc on a réussi à me dégoter un essai avec la Nama Guingamp. J'ai fait une semaine, ça avait marché, j'ai signé, et à cette époque, ça avait commencé par ramener cette loi où il fallait avoir 18 ans. Avant de signer. Avant de signer. Professionnel. Exactement, en Europe. Donc une fois revenu ici pour le visa long séjour, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Je devais revenir pour 2 semaines. Malheureusement, j'ai fait 5 mois. Wow. De septembre à la trêve. Jusqu'en décembre, quoi. Jusqu'en décembre. Donc c'est en décembre que j'ai pu repartir. Et tu sais très bien, ça ne... Et ils vont t'attendre. C'est une autre personne... a déjà pris la place. Bah, c'est clair, ça va tellement vite, il y a tellement de joueurs qu'une fois de retour là-bas, j'ai senti que bon, j'étais forcément plus dans le projet. Et petite anecdote, à cette époque déjà, Vincent Roturo, l'actuel manager des sélections, oui, était le directeur du centre de Guingamp. Ok. Donc vous étiez croisés. Exactement. C'était lui le directeur du centre de formation de Guingamp. Une fois revenu, c'était plus pareil. J'ai eu cette opportunité des Pays-Bas et a été toujours bercé aussi par l'école néerlandaise 95 Ajax d'Amsterdam, qui n'a pas rêvé en voyant cette équipe. Et moi déjà à l'époque, on m'appelait Kluivert. Ah ouais. Donc, à cause du jeu de tête. Exactement. Donc une fois, dès que j'entends Pays-Bas, moi, je dis on y va direct, j'y vais. Mais aujourd'hui, ça a été une erreur. La première grosse erreur pour moi. De ta carrière. On va en parler. Ouais. On va en parler. Tu es dans le cercle fermé des joueurs qui ont connu une grande compétition. On va dire Cotonou 2005 avec les U20. Ouais. Et ensuite, on va dire Ghana 2008. En termes de parcours pour un tournoi à domicile, avec les supporters, est-ce que c'était différent? C'était différent. Parce que il y a un événement qui a rendu ça différent. Ouais. Voilà. Triste. Ouais. Très triste. Le décès de Campos. Il est, j'ai envie de dire, presque parti dans mes bras. Parce que c'est moi qui l'ai amené à l'hôpital. Quand l'incident est arrivé, m'a tenu, je pense qu'il y a eu des litres de sang sur ma tenue. Parce qu'on était très très proches. On a été formés ensemble au départ à Parakou, parce qu'ils viennent de Parakou. On était ensemble avec Abeille, avec Traoré Safradine, qui était dans l'équipe aussi. Latéral gauche à l'époque. Exactement, à l'époque. Donc on formait une petite famille.
Donc, voir son ami 30 minutes avant, bien normal, tranquille. 30 minutes après, dans une situation difficile. Je pense que c'est ce qui a changé le cours de la compétition. Parce qu'on rappelle que le premier match, vous avez perdu. L'équipe avait perdu 3-0 contre le Nigeria de Taye Tao. Exactement. Et il fallait que toi et tes coéquipiers, vous trouviez un moyen de vous remettre dans le tournoi et ce drame arrive. Exactement, parce qu'on devait jouer la Côte d'Ivoire. Et ce drame m'a marqué encore plus parce que je me suis 1000 fois posé des questions. À un moment donné, culpabilisé à un moment donné. Après aussi, tu te demandes, ça aurait pu être moi. Parce qu'en réalité, je l'ai déjà dit plusieurs fois, même à l'époque sur ma déposition, après ce match où il avait pris 3 buts, il était vraiment mentalement, ça n'allait pas. Et moi, à l'époque, attendu comme l'attaquant numéro 1 de la sélection, avec mon numéro 10, je n'avais pas joué. Même pas une minute. Même pas une minute. Donc, cette frustration était en nous. Donc, je me souviens, au dîner, 20h, il me disait, ouais, à faire un tour dehors, bosser en Dindé, bosser, voilà. Je lui dis, ok, on va y aller ensemble. Après, parce qu'il avait, justement, il m'a dit quelqu'un devait venir le voir et tout ça. Je lui ai dit, ok. Bon, bah vas-y, relâche-toi un peu. Voilà, je vais donc profiter aussi. Et puis, voilà, voir d'autres personnes de l'extérieur, pouvoir se changer un peu les idées. En fait. Donc, on s'est dit ça. Quand après, il est parti, en fait. Il est parti, je ne savais pas à quel moment, quoi. Donc, j'étais même dans la chambre. Quand je l'ai appelé, il m'a dit, non, ouais, je suis dehors au portail. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Attends-moi. J'arrive. Je viens. Tu vois. Et c'est justement ça, sur ça que j'ai culpabilisé un peu, parce que en partant le voir, la personne qui devait venir me voir m'appelle pour me dire... Je suis là. Qu'elle ne pourra même pas venir. Ok. Donc, si vous connaissez bien l'hôtel où on est... Eldorado. Exactement. Vous sortez des logements, il y a une grande cour où il y avait le terrain de tennis et le portail. Était de l'autre côté. Voilà. Donc, au niveau du terrain de tennis, j'ai reçu l'appel. Je suis resté là une quinzaine de minutes à parler au téléphone, en fait. Ok. Et j'oublie même, en réalité, que je partais dehors. Je reviens en chambre. Et c'est en ce moment, je me dis, ah merde. Tu devais aller voir. Je partais dehors. Je dois aller voir Campos. Trop tard. Voilà. Donc, c'est là qu'on découvre le drame. Le drame. Je suis retenu dans l'hôtel, appelé les secours. On l'a pris, on l'a ramené à l'hôpital. Il était dans mes mains, dans mes bras, à Clinique Bonny. Malheureusement, ce qui s'est passé après, vous savez. C'était un peu triste. Paix à son âme. On va parler de Cotonou 2005. Comme tu disais, tu t'es attendu comme l'attaquant numéro 9, tu viens des Pays-Bas. Je me rappelle à l'époque, tu avais les nattes et tout ça. C'était. C'est pas la même époque. Je faisais le beau. Tu étais à ton frère. J'avais des cheveux. Ouais, exactement. Tu as eu des cheveux à une époque. Ah ouais, beaucoup de cheveux. Donc, tu arrives et Serge Devez titularise l'attaquant qui deviendra. La suite de ma carrière. Voilà. Komoté aussi. Donc, comment tu vis cette compétition-là à ce moment-là? Parce que tu te dis, mais si vous me faites venir de l'étranger, ça peut me tituler. Pourquoi vous mettez un gars qui joue au Bénin devant moi? Difficile. Mais heureusement que j'ai toujours eu une bonne mentalité, en fait. Je me suis jamais mis dans de sales états à cause du banc de touche. Honnêtement, jamais. C'est vrai, le sport et les attaquants, le foot, c'est l'égoïsme, quoi. Voilà. Mais honnêtement, j'ai toujours été un joueur d'équipe. Le bon état d'esprit. Ouais, il y a une anecdote, même, je vais vous dire. Ma mère, peut-être qu'elle va le découvrir là maintenant. Parce qu'elle, en fait, à chaque fois quand j'avais match, qu'elle m'appelle, elle me dit toujours l'expression là, tire ton épingle du jeu. Fais ce que tu as fait. Et moi, j'aimais pas ça.
Ok. Ah, j'aimais pas ça. Déjà, je trouvais que ça me mettait une certaine pression, quoi. Parce que, en fait, pour elle, elle s'en fout si on perd. Mais il faut que tu Il faut fasses. que moi, je sois bon. Tu vois. Donc, quand elle me disait ça, je trouvais ça anormal, en fait. Je me dis, mais c'est pas Pense à moi. l'équipe, quoi. Pense Voilà. à l'équipe. C'est pas moi le truc. Mais c'est une mère. On peut le comprendre. Donc, au niveau du banc de touche, j'ai été correct. Hein. Toute la compétition, j'ai jamais boudé. J'ai soutenu jusqu'au bout parce que voilà, ça faisait pas partie de ma nature. C'est vrai, j'étais choqué parce que voilà, je jouais pas et les autres si. Mais honnêtement, je l'ai vécu normalement. Ça n'a rien changé entre coéquipiers. La preuve, après, mes meilleurs amis ont été à bout qui jouait aussi Au devant. même poste, Qui numéro jouait au 9. même poste. Donc, et c'est toujours Un de tes gars sûrs. un de mes gars sûrs. Donc, j'ai jamais mal pris ça. Ensuite, il y a eu le 2005 où tu n'étais pas. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, même avant la Et c'était aux Pays-Bas en plus. C'était aux Pays-Bas en plus. Avant la déjà, hein, on joue en janvier. Ouais. J'avais déjà un problème au ménisque depuis le mois Au de genou. novembre. Ok. Ouais. Et c'était difficile. Je pensais même pas pouvoir venir sur la compétition. Mais au dernier moment, on a fait le forcing. Je suis venu et jusqu'à aujourd'hui, hein, je me dis que c'est le climat peut-être qui m'a rendu en forme. Parce que quand c'est l'hiver, c'est difficile pour les douleurs. C'était compliqué pour moi. Mais une fois revenu ici, honnêtement, j'ai joué comme si de rien n'était. Voilà, tout allait bien, tout se quoi. passait très bien. Exactement. Malheureusement, après ça, après il y a eu d'autres événements où je change de club, je joue plus. Il y avait la blessure. Et voilà, le coach a fait ses choix au dernier moment. Et Douloureux. finalement, tu manques le tournoi. Voilà, Le plus important. Ouais, mais Pas de regret, quoi. pas de regret, C'est honnêtement. pas... C'est pas comme si on t'avait enlevé de la liste Non, le soir de la publication. Non. Donc, pour noyer un peu mon chagrin, je suis rentré au Bénin rapidement. Donc, Mais il y a eu... en vacances et puis eux, ils jouaient là-bas. Et puis, il y a eu Ghana 2008. Et comment tu apprends que tu es sélectionné pour une première grande compétition avec le maillot de la sélection A? C'est parce qu'on sait que être sélectionné pour un grand tournoi, c'est quelque chose de particulier. Ah oui. Ça n'arrive pas tous les jours. Ah ouais. Et comme j'ai dit, tu es dans un cercle fermé pour avoir connu ça avec les U20 à domicile. Et avec les A, en 2008, on était déjà quand même à l'époque un peu de la médiatisation. Ouais. Comment tu découvres, toi, le jeune attaquant, que bon, à 22, 23 ans, tu vas faire la CAN. Tu vas faire un grand tour. Non, vas-y. Non, j'étais dans l'équipe, Okay. puis les éliminatoires, mais j'étais pas un Comme si classique, tu étais en un fait. premier choix. Voilà, j'étais pas sûr d'y aller. Je jouais en Libye. Quand j'étais en Libye, et On rappelle que c'est pas la Libye de maintenant dévastée, c'est l'autre Libye. C'est l'autre Libye. Voilà. Où tout allait bien à l'époque. Voilà. Donc j'étais en Libye et il y avait une pré-liste de 27 et j'étais parmi les 27. Déjà. Donc, ouais, pour la préparation, il y avait, je crois, Tunisie, Brésil. Voilà. Pour la préparation. Je pense qu'il y avait une préparation, il fallait aller se préparer au Brésil. Exactement. Oui, je m'en rappelle. Donc c'était Tunisie, Brésil. Et moi déjà, à l'époque, je dirais je suis peut-être le dernier. Advenu. Ah oui, ce qui était anormal parce que quand tu n'es pas sûr faut être le premier pour venir gagner ta place. Il faut quand même venir assez tôt pour gagner ta place. Mais mon club à l'époque voulait pas parce qu'on avait un match, je m'en souviens, 31 décembre. Donc le club voulait que je fasse forcément le match avant de partir. Donc la phase de Tunis, j'étais pas. Tu l'as raté? Oui, je l'ai raté. Je pense qu'ils avaient déjà 5-6 jours d'avance. De travail. Voilà. Donc moi, je quitte le premier, direction Brésil. Difficilement. Difficilement parce que tout le monde était parti. Il fallait courir, voilà, administrativement, vous savez, à l'époque. Les visas, tout ça, c'est pas comme maintenant. Donc je rejoins l'équipe directement au Brésil. Il y avait, on était à 2 jours de la liste. Hein.
pour la liste Oui, définitive. on était à 2 jours de la liste Ok. définitive. Donc, j'arrive la veille d'un match. Donc, on joue le match amical. Bon, je vais être honnête, j'avais peur parce que je me dis, bon. Le stress quand même. Ah oui, non, ça c'est clair. Parce qu'on était en plus, il y avait deux attaquants qui devaient sortir. Sur les 27. 4, voilà, les 4 qui devaient rentrer. Il y avait encore Omar Tumogo, je pense. Oui, oui. Voilà. Il y avait Omar, il y avait tous les classiques. Donc, on attendait tous, quoi. On attendait tous. Et c'est mon oncle qui me l'a annoncé. Parce que c'est passé sur une chaîne télé. Bon, je ne vais pas dire le nom. C'est passé sur une où ils ont donné la liste définitive. Oui, où la liste définitive a été donnée. Nous, on était en stage au Brésil. Donc, dès qu'il a vu la liste définitive et il a vu mon nom, il m'a appelé. Il me dit, bon, petit. C'est bon, tu y es. C'est bon, tu y es. Je dis, Alhamdoulilah. En 2008, sur Ghana 2008, c'était pas très loin du Bénin comme compétition. Les supporters étaient comment à cette époque-là? Est-ce qu'ils étaient en masse? Est-ce qu'ils vous soutenaient? Comment vous sentiez l'équipe? Comment vous sentiez le soutien des supporters à ce moment-là? Énorme. Énorme. Sur ce tournoi principal? Ah, énorme. Parce qu'en plus... Je pense que le Bénin était à Sekondi Takoradi. C'était pas à côté, hein? Ah, très loin. Ceux qui connaissent le Ghana, ah oui, faut très loin. Faut traverser. C'était énorme parce qu'en plus, ma mère faisait partie, en fait, du lot. Du bureau, déjà, des supporters du Nord. Ok. Elle était vice-présidente, je crois. Donc, je l'ai vécu... en plein. Exactement, parce qu'à un moment donné, je me souviens même, ils étaient passés par moi, j'ai vu les coéquipiers pour une cotisation. Pour les accompagner. Pour les accompagner, donc j'avais géré ça, voilà, j'avais pris de l'argent chez la plupart des joueurs. Donc, il y avait vraiment une superbe ambiance parce qu'il y avait juste besoin de prendre des bus. Hein. Donc, c'était top. Je pense que c'est sur cette qu'on a eu le plus grand nombre de supporters. Hein. Je pense, oui, parce que c'était un peu plus accessible. Ça s'est très bien passé au niveau des supporters. Le déplacement, le soutien, malheureusement. Les résultats... Les résultats n'étaient pas... Ah, non. Mais là, tu ne t'es plus plaint d'être remplaçant aussi. Ah, non. Je n'étais pas sur le terrain, donc on ne pouvait rien me rien te reprocher. À cette époque-là, je pense qu'après Ghana 2008, après Cotonou 2005 et Ghana 2008, est-ce que ça t'a légalisé, on va dire, un peu auprès des supporters? Dès que les gens te voient, ils savent que, voilà, c'est Abdoulaye Ouzérou, il est attaquant de la sélection. La reconnaissance des supporters est-elle venue après ce tournoi? Non, même avant. Honnêtement, même avant. Je dirais depuis 2005, j'ai beaucoup moins adopté quand même. Il faut être honnête, quoi. Depuis 2005, parce que les gens connaissaient en plus mon histoire familiale et tout ça. Donc, j'étais en fait le fils de tout le monde. Le chouchou, quoi, le petit chouchou. Voilà. Ma mère, elle est avec les supporters. Forcément. Les supporters... ils te connaissent. Voilà. Et mon père, entraîneur de foot, et aussi très, très proche de la fédération à l'époque. Donc, voilà, j'avais... en fait, tous les supporters et tous les dirigeants étaient quasiment mes tontons ou mes tantis, en fait. En quelque sorte. Voilà, donc à ce niveau, j'ai toujours eu ce soutien. Avec ce maillot jaune, pas celui que tu portes aujourd'hui, celui avec ton numéro 10 ou les numéros que tu as eu à porter en sélection, quels ont été ces moments-là où tu te dis je suis vraiment fier de porter ce maillot-là? C'est quoi si tu dois faire un top 3, c'est quoi ces moments? Le premier, j'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, c'était pour notre premier match sur la compétition de Cotonou 2005. Ah, il a eu 20. Notre premier match. Contre le Nigeria de Taïta. Exactement. Quand on quitte l'hôtel pour le stade, là, j'ai coulé une larme, en fait, parce que sur le chemin, c'était incroyable. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Il faut rappeler que l'hôtel était pour ceux qui connaissent un peu la ville de Cotonou, l'hôtel était à Kpakpa. Et le stade, c'était court. Donc, il fallait vraiment traverser la ville. Une vraie traversée. Et l'ambiance dans la ville, quand le bus passait, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, bon, ça a disparu. Les motards, tout le bruit qui va avec, en fait. Vous étiez annonciateurs, on savait que... Vous êtes comme des rockstars, des présidents, en fait, parce que c'était ce genre d'accueil.
C'était beaucoup plus pour les déplacements des présidents, hein, parce que et motard devant tout le peuple qui est au bord de la route et qui crie, ça m'a toujours marqué parce que je dis waouh, là quand même. C'est costaud. Quand tu es jeune, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est quand même une fierté, tu peux pas imaginer. Parce que tu dis, bon, ça c'est moi, avec tous les milliers de footballeurs qu'il y a dans le monde. Je suis parmi les meilleurs. Les privilégiés. Exactement. Et j'ai ce genre d'accueil. Donc ça m'a toujours marqué. Ouais. Bon, après, il y a eu d'autres moments. Hein, mais ça, c'est le top. Voilà. Ça, c'est le top. Il y a eu d'autres moments en club, justement en Libye aussi, sur une finale de Coupe de Libye perdue contre Calicirt en 2008. C'était un moment aussi, parce que le club n'avait plus joué de finale depuis 53 ans, je crois. Ouais. On était en finale, l'ambiance était extraordinaire, les promesses, en fait, tu dormais pas, quoi. Tellement tu voyais déjà le pactole dans tes yeux. Ouais, tu penses on te parle de tel $1000, tel donne ci, tel donne. Tu perds la tête un peu. Malheureusement perdu. le rêve est tombé à l'eau. Malheureusement perdu, donc tu vois les millions en fait s'envoler, tu te dis bon là. Ouais, mais là c'est fini. Il n'y a rien, il faut faire avec. Aujourd'hui, on arrive sur un carrefour où tu te dis que la sélection béninoise a franchi un cap. On a fait quoi? On va faire, ce sera la 5e participation. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la prochaine compétition où l'équipe béninoise sera en lice? Quelles attentes on peut avoir? Parce que ce que les gens oublient en 2019, même si le parcours était inattendu, on était allé loin quand même, tu vois. Donc aujourd'hui, la compétition n'est plus loin. Quelle attente on peut avoir en toute légitimité quand tu fais le rapport, je ne vais pas dire historique, mais par rapport au niveau actuel et réel de l'équipe? Ouais. Je pense que passer déjà, quoi, en fait, premier tour. Il faut sortir. De base. Il faut sortir. Ça, c'est le minimum. Le minimum. Et aussi, vous savez, pour la fierté... gagner ce match sur les victoire, en fait. Sur les 90 minutes. Sur 90 minutes. Et je pense que nous en avons les capacités. D'accord, nous en avons les... Parce qu'on a eu une équipe quand même, pour moi, hein, assez complète. Quand je vois les joueurs qui sont devant, individuellement pris, leur niveau de jeu, je ne sais pas si on a déjà eu ça par le passé. Au même moment, on va dire. Au même moment, c'est-à-dire en sélection. C'est-à-dire avoir devant des joueurs qui évoluent tous en première division, dans de très bons championnats. Tous titulaires. C'est pas... Je pense c'est rare. C'est rare. Je pense pas que c'est pas arrivé, mais c'est rare. C'est rare, voilà. Donc, je pense qu'on a les arguments. On a les arguments pour ça. On est en train aussi de retrouver une certaine stabilité derrière, hein, avec des joueurs qui ont pris du poids. Hein. On ne va pas citer les noms. Donc, sincèrement, je pense que ouais, c'est une compétition comme ça, passée. Et après, comme en 2019, vous l'avez dit, la petite tout peut arriver, quoi. Tout peut arriver. On a vu la Grèce sur une compétition en 2004. Donc, pourquoi pas nous? Après, qu'est-ce que tu penses en tant que ancien joueur et aujourd'hui encore plus en tant que coach? Quel rôle les supporters doivent avoir derrière cette équipe? Parce que c'est pas pour critiquer, mais on a pris l'habitude d'accompagner l'équipe seulement quand ça va bien. Moi, c'est comme quand il y a match, quand ça va bien, on dit, ah, mais Jérôme, t'es gars, etc. Mais quand ça va mal. Quand ça perd. Ouais, exactement. Donc, toi, tu as connu les deux positions, celle de joueur et aujourd'hui celle d'entraîneur. Ouais. À quel point c'est important que les supporters puissent accompagner l'équipe? En fait, quand vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne vous rendez pas compte de cette importance, honnêtement. Parce que ça vous transcende. Quand vous entendez en fait les sons de chez vous, c'est quelque chose. Vous êtes au loin dans le stade. Quand vous entendez ça, parfois même quand vous êtes fatigué, vous avez envie de courir en fait. C'est extrêmement important. Cette notion de domicile et d'extérieur, en fait, ça part de là en fait. C'est la plus grosse différence. Parce qu'en fait, quand on parle de domicile extérieur, qu'est-ce qui change? C'est le même terrain,
Soit c'est du naturel, soit c'est du synthétique. C'est la Les même dimensions sont pareilles. Les joueurs sont pareils. La seule chose qui change. qui change sont les supporters. Sont les supporters. Et mieux ils vous accompagnent, et plus vous allez loin. Ça, c'est clair. Donc, quand on remporte des matchs à domicile, en fait, ce n'est plus tactique ou technique, le cœur, en fait. C'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous porte. C'est le cœur. Parce que vous jouez certains adversaires en temps normal. Vous savez très bien que, voilà, on joue tel adversaire, on sait que l'équipe est supérieure. Mais on gagne quand même. On l'a vu. Algérie. À 10. Sous la pluie, pelouse totale gâtée. L'équipe était au point, en fait, l'équipe algérienne, honnêtement. L'équipe était au point. Mais avec là, tous les joueurs, le Prime, Mahrez. Ils étaient trop forts. Mais sur un match, la différence a été faite. On les a dominés. Hein. Ils ont rien vu, en fait. À 10. Et encore même avec des comportements bizarres de l'arbitre. Qui a pris le rouge en plus? Stéphane. Stéphane, notre capitaine. Dans quelles conditions, en fait? Des conditions qui vous révoltent, en fait. Parce que... Avec des arrêts de jeu interminables, ce match. Jusqu'à demain, je dirais que le carton était, pour moi, sévère. Voilà. C'était sévère. Pour des mots, certains peuvent prendre... en plus, ça a eu des conséquences énormes parce que je pense que ça prive de son premier match. En fait, déjà de la fin des éliminatoires. De la fin des éliminatoires et du premier match. Du premier match sur la compétition, la grande compétition qui venait. Donc, vous voyez, c'est les supporters à ce niveau qui font la différence, honnêtement. C'est eux. Croyez-moi, c'est pas autre chose. Parce qu'on a tendance à croire, en fait, quand on parle de notion de domicile et l'extérieur, qu'en fait, les arbitres étaient automatiquement du côté de l'équipe qui reçoit, quoi. Mais c'est pas forcément ça. Ce qui change sont les supporters. Donc, le rôle des supporters, ça, il n'y a même pas à discuter. Ils sont... En fait, 12e, comme on le dit, le 12e homme, c'est vraiment ça. Il mérite, on ne peut pas leur enlever ça. C'est clair, quand vous jouez à domicile, vous êtes 12. Voilà, simple. Donc il faut qu'on fasse en sorte que la sélection puisse sentir toujours cette ferveur-là autour d'elle. Si aujourd'hui on te présente un jeune garçon de 15-16 ans qui dit bon, moi je vais faire carrière, etc., et qui doit partir de parcours comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de penser aux études. D'abord, honnêtement. C'est très, très important. Pourquoi? Je suis là. On discute. Pourquoi je suis là? Parce que je peux. C'est vrai. Parce que tu as les outils pour. Exactement. Donc si tu peux pas. Après la carrière, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas forcément prêt. Pour la suite. Donc, tu finis une carrière sans diplôme. Sans qualification. Tu fais quoi? Si tu n'as pas gagné autant d'argent pour être à ton compte. Pour vivre pendant 30 ans sur le même rythme. C'est pas tous les... Parce que peut-être les gens voient les chiffres de Ronaldo, Messi. Mais tout le monde n'a pas ça. Ne gagne pas ça. Ça, c'est vrai. Donc, si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que moi, aujourd'hui... je suis pas riche, mais j'ai quand même régulièrement des amis de ma génération ou même de la génération d'avant qui t'appellent pour te poser des problèmes, en fait, de 2000. Je vois. Ça choque. Ça veut dire que la suite n'a pas été bien pensée. Exactement. Ça fait mal, en fait. Honnêtement, ça fait mal. Parce que tu dis, mais quand même, 2000. Mais parce que, pas de qualification. Pour la reconversion. Et le foot, à 30 ans, 35 ans, c'est fini. Il y a presque 3 vies derrière. Il y a encore 35 ans peut-être. Ouais, c'est pour ça qu'il y a presque 3 vies à vivre. Donc, si vous n'avez rien prévu, c'est compliqué. Donc, avant, sincèrement, de penser à cette carrière de footballeur, à 15 ans, étudie d'abord, en fait. Tu peux faire les deux. On fait les deux toujours. On l'a toujours fait. Moi, je l'ai fait. Donc, tu peux. Il faut poser les bases avant de faire la suite. Exactement.
Dans ta carrière, tu nous as parlé des rendez-vous manqués, etc. C'était quoi ces rendez-vous où tu penses que tu aurais pu mieux gérer ou faire les meilleurs choix pour avoir une meilleure carrière? Parce que tu avais, sans faire la fine bouche, tu avais le profil pour, tu Ouais, vois, attaquant, grande taille, ouais, technique et tout ça. Bon, on va pas minimiser, mais il y a des gens qui ont eu de meilleures carrières pour moins que ça, quoi. ouais. Je suis totalement d'accord. Je C'était suis à quel totalement moment où d'accord. tu penses que tu aurais pu faire tel choix et... Les choix. Les choix, tout à l'heure, je l'ai dit. Sur le choix des Pays-Bas à l'époque, j'ai suivi en fait le cœur, en fait. Les émotions, comme on dit. Ouais, D'accord. Sans analyser l'environnement dans lequel j'allais me retrouver. là-bas. Parce qu'en France, il y avait beaucoup plus d'ouverture. Là-bas, il y avait deux divisions. Première Et deuxième, et deuxième. Et la deuxième, il n'y a ni descente. ni montée. Et bon, vous montez en, en première, Ouais, ouais, mais pas de descente en mais troisième pas de division. descente en troisième. Et à part, après ça, tout le reste, c'est amateur. Ce qui restreint, en fait, vos chances d'être professionnel, en fait. Le cercle est vraiment fermé. Exactement. C'est sur ça que je regrette parce que, vous savez, en France, on a vu des joueurs qui jouent Monter aujourd'hui dans l'équipe nationale du Bénin qui étaient en CFA à l'époque, en fait, et et qui qui sont ont montés. pu remonter jusqu'en en Ligue 1. On a eu beaucoup d'exemples. Donc en France, vous aviez cette ouverture-là. Et moi, malheureusement, je ne le savais pas. Donc c'était la première erreur. Deuxième erreur, je dirais en 2011, 2000, non, 2010. Voilà, Après 2010, le premier championnat pro du Bénin, exactement. À l'entame de la seconde, du deuxième championnat, euh, j'ai eu des offres. J'en ai eu trois au même moment. et il fallait choisir. Il fallait choisir. Je te coupe pas, mais il y a un footballeur qui m'a dit, aujourd'hui c'est facile pour les gens de nous voir sur les terrains et tout, mais je peux te confier que le moment le plus difficile, c'est pas de tirer un penalty ou un coup franc, mais c'est de faire un choix quand tu as Ah, deux clubs, deux, trois, quatre, cinq clubs qui veulent c'est qui veulent de toi. c'est pas facile du tout. Parce que vous avez l'entourage qui voit une seule chose d'abord, l'argent. L'argent Ouais. Et il faut faire le bon choix. Et moi, je pense que ça a été le tournant aussi. de ta carrière. Ouais, parce que c'est vrai, j'étais déjà un joueur mature, mais c'était la partie qui pouvait me permettre d'avoir ce contrat, ce big contrat en fait. D'accord, parce que j'avais une opportunité à l'époque, je pense que c'était sur Trabzonspor En Turquie, en Turquie. Et il y avait le Qatar. Justement, je parlais de Abou Maïga Al qui Nakhia. était là-bas Ok. et qui partait. Et donc Et tu il a allais proposé ton à son profil club. Ils ont tout de suite dit qu'il vienne. oui. Et au même moment, il y avait la Tunisie. Bizarre. Hammam Lif d'abord. C'était même Ok. Hammam Lif. Donc, j'avais le, le Tu avais choix. l'embarras du choix. Voilà, j'avais l'embarras du choix. Parce que j'avais même déjà mon passeport envoyé à l'ambassade à Abidjan pour la Turquie. Parce qu'à l'époque, il fallait prendre le Faire le visa soit visa. à Abidjan, soit au Ghana. Donc, j'analyse les trois situations. Parce que le Qatar, c'était sur 4-5 mois, juste pour finir le championnat. Parce qu'en fait, on était en janvier. Ok. C'était juste pour finir le championnat. Trabzonspor, je me souviens, c'était une année où l'équipe jouait la Champions League. Non pas que j'ai pas confiance en moi, mais je dis quand même, Ils vont pas te faire jouer. non, une équipe qui joue la Champions League, je vais J'y partir crois pas trop. d'ici, du championnat béninois pour là-bas. J'y crois pas J'y trop. crois pas, non, 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 non. Et la Tunisie, où j'avais directement eu le président au téléphone. Qui a montré son intérêt. Direct, il m'a appelé, j'ai parlé avec mon agent. Une heure après, le président, il m'a appelé. Il m'a fait ses propositions direct. Il n'y a pas de... Non, non, non. Contrat de 2 ans et demi. Faut que tu partes. Donc, logiquement, je trouve que j'ai fait le bon bon choix. Malheureusement, bah, je dirais que ça m'a plombé un peu parce que je choisis la Tunisie. J'y vais. Je me souviens, fête du Vaudou, un 10 Un 10 janvier. janvier. Je bouge un 10 janvier, la nuit du 10 au 11. J'arrive...
visite médicale sur 2 jours, parce que là-bas, c'était sur 2 jours. Des tests sanguins et puis physique. Les tests cardio. Exactement. Signature, validation du contrat, parce que là-bas, ils ont un circuit, il faut valider le contrat. Ici, on parle de main-d'œuvre. Hein, vous savez, là-bas, c'est un autre bureau qui s'occupe de ça. Qui s'en occupe. Exactement. Malheureusement, pour moi, c'était en pleine révolution. Janvier 2011. Donc, le 14 janvier 2011. Parce que le mercato ferme le 15, le 14, où il faut faire valider les choses, le président Ben Ali part ce jour-là. Le pays est chamboulé. Déjà 3-4 jours avant, c'était difficile de sortir. Hein. Ça, c'était clair. Mais ce jour-là, c'était le pic, en fait, de la révolution. Ce 14-là. Et rien n'a été fait. Le 15, mercato fermé. Le contrat tombe à l'eau. À l'eau, résultat, je reste là, je perds 2-3 mois à m'entraîner parce qu'il fallait attendre le mercato d'été suivant. Et voilà. Et maintenant, c'est sur le mercato suivant. Là, je dirais maintenant que j'ai fait une erreur. Parce que étant là-bas, il y a eu des échos. Je ne jouais pas le championnat, mais on a fait des matchs amicaux, il y a eu des échos. Donc Bizerte, vous en avez parlé tout à l'heure, qui m'avait fait une proposition. J'y étais même déjà. Je fais 4-5 jours. Voilà, je devais m'engager. Quand mon agent m'a dit, et on a un truc en Arabie Saoudite. Faut que tu partes. Et quand j'entends les chiffres, je dis, bon, il n'y a rien à faire. Je dirais même que j'ai fui Bizerte parce qu'ils ne savaient même pas. Ils ne savaient même pas à quel moment tu as ramassé tes valises. Je suis parti. J'ai encore traîné, je crois, peut-être même 2 mois à Tunis avant d'avoir le visa. Parce que c'était compliqué. À l'époque? Ouais, c'était compliqué. Parce qu'on me demandait de revenir au Bénin d'abord, avant d'aller au Ghana. Je dis non, moi je reste ici. Et il faut tout faire là. Voilà. Là encore, je perds du temps. Je prends le visa au moment où j'arrive là-bas. Problème, vous savez, les signatures. C'est jamais. Il y a d'autres choses qui rentrent. Tel doigt touché ici, des trucs bizarres. Vous ne parlez pas arabe, vous vous retrouvez dans une situation où il y a les intérêts des uns et des autres qui rentrent. Les gens complotent. Et tu subis en fait. Là-bas aussi, donc. Tu restes des mois, capote, où ça discute. Et malheureusement, rien ne se fait. Je perds 4 mois là-bas encore, hein, à jouer que des matchs amicaux et rien ne se fait. Donc, quasiment 1 an, tu ne joues pas. La côte descend en sachant que j'étais déjà proche d'avoir les 30 ans et tout ça. Donc, après, c'était compliqué. Résultat, j'ai dû revenir. Et la suite, vous la connaissez. C'était le Gabon. Le Nigeria et tout ça. Après le Gabon, le Nigeria. Et c'était la fin. Ouais. Aujourd'hui, on va conclure cet entretien. Si on te donne la possibilité de dire du fond du cœur aux supporters qui ont été quand même le moteur de ta carrière, avec ta mère qui était dans le bureau des supporters, te donne la possibilité de leur dire quelque chose du fond du cœur. Déjà toi-même en partant de ton parcours et ensuite par rapport au grand tournoi qui arrive pour la sélection A. Non, je dirais d'abord reconnaissance. Reconnaissance. Parce que moi, je ne peux pas être un supporter, honnêtement. Est-ce que vous allez au stade? Faut regarder. Bon, on sait que vous allez au stade. Je m'assois, voilà. Justement, voilà pourquoi je ne peux pas être un supporter. Parce que je ne peux pas chanter 1h30. C'est difficile. C'est difficile. Mais tu peux supporter ton équipe. Mais en silence. Donc, vous voyez des gens, quand même, qui payent leur billet et qui viennent, qui restent debout pendant 1h30, qui chantent et qui dansent. Si moi, je le fais 5 minutes, je repars avec un mal de tête direct. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Honnêtement. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les supporters. Parce que je trouve quand même, attends, qui sommes-nous? Qui suis-je pour que quelqu'un me tende un papier pour que je lui fasse une signature qu'on appelle autographe? Franchement. En toute humilité. Ouais. Je me dis, c'est quoi ça en fait? Tu es qui quoi? Tu n'as pas inventé l'ampoule, tu l'as... Donc, juste comme ça, parce que tu joues au foot, tu vois, il y a des gens qui sont tellement contents de te voir. C'est pour ça, moi, j'ai toujours été disponible pour les trucs, en fait. Photos, les trucs comme ça, parce que je suis même gêné, en fait, moi. Personnellement, ça, je vous dis la vérité, je suis gêné, en fait, comme Acoste, et jusqu'à maintenant. Encore plus maintenant. Parce que je pense même que je suis encore plus célèbre aujourd'hui que quand je vois. Qu'à l'époque, parce qu'il n'y a pas de médiatisation. Voilà. On n'a pas vu l'époque avec les nattes et tout ça. Voilà. Mais donc, aujourd'hui,
C'est plus difficile. Voilà. Donc, on te prend en photo, les gens veulent faire des photos avec toi. Honnêtement, c'est quelque chose pour moi, beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour ceux qui le font, quoi, parce que c'est pas facile. Ce que je dis personnellement, je l'aurais pas fait. D'accord? Parce que je trouve ça trop compliqué. Voilà. Mais que les gens puissent le faire, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pareil pour la presse. Hein. Moi, j'ai toujours été ouvert, par exemple, sur les interviews, parce que je me dis, mais c'est une obligation pour moi, en fait. À la moindre des choses. Ouais, parce que je reviens sur ça. Tu es qui quand on vient te demander de parler et tu refuses en plus, en fait. Tu vois? Pour moi, dans mon éducation, c'était quelque chose que je ne pouvais pas supporter. Et je pense que ça m'aide aujourd'hui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans la presse, on va dire, hein, je peux le dire comme ça. Ouais, comme consultant. Voilà, parce que justement, j'ai toujours été ouvert depuis l'époque où j'étais sur le terrain. J'ai toujours répondu aux journalistes, j'ai toujours été gentil, pas désagréable. J'ai jamais montré un air supérieur à un journaliste, jamais de la vie. Je répondais toujours et je pense qu'aujourd'hui, ça m'aide aussi dans la suite. Hein. Donc, ces deux corps-là, chapeau, quoi, en fait. La Béninoise te remercie pour ton passage sur cette édition spéciale. Mais nous allons te faire un petit cadeau avant que j'adore les cadeaux. Avant que tu ne partes. Tous ceux qui ont marqué ou porté ce maillot jaune et qui l'ont défendu avec honneur méritent quand même une certaine reconnaissance. Donc, pour ce, on va faire deux choses. La première, c'est te permettre de prendre possession de ce tableau personnalisé. Ah, ça va aller dans le salon. Ah ouais. Ensuite, ce maillot spécial qui a été signé par quelqu'un dont tu nous as parlé tout à l'heure. Ah ouais, ça c'est mon gars. Donc, tu vas faire pareil sur le maillot et le ballon. Ok. Donc, tiens, le stylo. Ah non, ça c'est franchement top. Ça va avoir une belle place au salon. Il manque que les lames là. Il faut une petite lame là. Ça va avoir une belle place. Ok, je signe. Le ballon spécial via, je pense, un jeu concours organisé par la Béninoise.